Allô tout le monde. Ben, Olivier nous a très exhaustivement présenté, mais je m'appelle Jean-Sébastien Rousseau. Mes pronoms sont il et lui. Je suis un homme gay, cis, de 38 ans. Et ben, depuis 3 ans, je me rétablis d'une dépendance au Crystal Met, puis je suis cofondateur du projet Ça prend un village. Bonjour. Bonjour, Jean-Seb. Moi, c'est Alex, j'ai 43 ans, homme gay, vivant avec le VIH depuis quelques années maintenant et ce rétablissement d'une dépendance au Crystal Met depuis plusieurs années aussi et cofondateur de Ça prend un village. On a sûrement des nouveaux visages ici aujourd'hui, donc ça vaudrait peut-être la peine juste de vous rappeler qu'est-ce que Ça prend un village. Ça prend un village se trouve à être un rassemblement, un regroupement de pères aidants qui militent pour l'amélioration des soins et services disponibles aux gens qui souhaitent se rétablir d'une dépendance au Crystal Met. Donc, notre but, c'est de simplement prendre la parole, parler librement, honnêtement, sans tabou, sans honte, du sujet du chemsex, de la consommation du cristal et des enjeux qui tournent autour de tout ça. Et d'envoyer un message d'espoir comme quoi il est possible de se rétablir du cristal met. L'espoir, oui, c'est l'espoir qui nous a amenés ici, puis c'est l'espoir qui nous ramène ici. D'ailleurs, je vais juste prendre 30 secondes pour remercier Réseau at large en général pour ce que vous faites. Merci Smash d'exister. Merci Olivier, puis bravo. Surtout Olivier, à toi et ton équipe pour ta programmation pandémique. Mais oui. Et merci au projet Champion communautaire qui est chapeauté par Réseau et organisé par Réseau qui nous a aidés, nous, Ça prend un village, à exister cette année. Pour la petite histoire, on a 1 an aujourd'hui, Alexandre et moi. On était présents à Smash l'an dernier, juste avant que tout ferme. Et ça a été la première impulsion de Ça prend un village. Notre première prise de parole a été de vous parler de notre rétablissement à notre dépendance au Crystal Met et de vous partager comment ça avait été, comment ça avait été de se rétablir dans les 3 dernières années, puis dans le courant. Fait que c'est un peu notre fête. Fait qu'on vient la célébrer avec nous. Je suis vraiment content d'être là. C'est comme, maintenant, Smash, c'est comme si on repartait une autre année. Fait que c'est le fun. Depuis Smash l'an dernier, j'ai lu l'autre jour sur Facebook, 1 année, 1 décennie. Mais on dirait que c'est ça un peu, là, parce qu'on dirait que beaucoup de choses se sont passées dans la dernière année. Outre la COVID, dont on ne parlera pas tant que ça parce qu'on sait qu'on est dedans, nous, on s'est beaucoup mobilisés depuis Smash l'an dernier, puis on a beaucoup travaillé. Après notre conférence, notre récit ici, où on s'est raconté de façon assez personnelle, on a été très soufflés par ça, puis on voulait savoir comment on allait continuer. Si on voulait continuer de un, qu'est-ce qu'on devait faire, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ce message-là qu'on avait, que c'était possible de se rétablir, puis à qui on s'adressait. On a beaucoup parlé à des gens du milieu communautaire, à des intervenants, à des soignants, à des personnes comme nous qui se rétablissaient ou qui consommaient. On a fait le tour en se posant la question, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on a besoin de nous, dans le fond? On peut être en service où? On savait qu'on voulait une structure assez souple, puis pas nécessairement s'enfermer dans des grosses demandes de subventions, puis des lettres patentes, puis des affaires d'organismes communautaires. Mais on savait qu'on voulait quand même être imputable et présent. Fait qu'au fil des conversations, au fil des nombreuses conversations entre Alex et moi, on a décidé que pour nous, ce qui avait le plus de sens, c'était de continuer de parler au je puis au nous. C'est-à-dire de continuer à raconter nos histoires, non seulement les nôtres, mais celles d'autres personnes qui étaient comme nous. Puis de générer sur une plateforme qui nous serait dédiée, qui serait opérée par nous, c'est-à-dire là, c'est un site web, mais qu'Alex va rentrer dans les détails, mais de générer du contenu pour des personnes qui se rétablissent d'une dépendance au Crystal Met, faite par des gars et des personnes qui se rétablissent d'une dépendance au Crystal Met. Concrètement, pour nous, la création de contenu original, ça passait entre autres par le site web, qui était une façon pour nous de se positionner finalement et d'avoir pignon sur rue. Dans un deuxième temps, on a ouvert aussi des pages de médias sociaux. Donc, le Facebook est présentement en ligne. Et finalement, la création de vidéos qui met en lumière le cheminement de trois différentes personnes. La quatrième vidéo est un genre de wrap-up making-of de ces 3 vidéos-là. Donc, voilà, ça, c'est les visuels.
je veux dire, on vous laisse à votre guise aller les voir quand vous aurez du temps. On n'est pas ici pour faire un show de vidéo, là. Mais par contre, à travers le processus, on a eu plusieurs défis qu'on aimerait juste mentionner au passage, parce que je pense que c'est à travers les défis qu'on apprend le plus, finalement. Pour nous, un des défis majeurs ou de taille euh, qu'on a vu venir, là, qui n'était pas surprenant, c'était de trouver les personnes avec qui on allait collaborer, notamment les personnes qui étaient pour partager leur propre histoire publiquement en face d'une caméra. Donc, c'est quand même un exercice de taille que de trouver ces personnes-là et qu'ils ou qu'elles soient à l'aise avec le processus. Donc, ça a pris beaucoup de conversations en amont, pendant le projet et après le projet pour que tout se passe bien. Donc, ça a pris beaucoup de notre temps. Dans ce deuxième temps, monter l'équipe qui a entouré finalement ce projet-là. Je pense notamment à Alex et MP qui ont été nos monteurs, caméramans, gars de son. C'était des gens qu'on a choisis avec grande attention, avec notre cœur, en fait, pour s'assurer que ces gens-là étaient compatibles à plusieurs niveaux avec les gens qu'on interviewait. Donc, toujours dans l'idée de créer un environnement safe et en accord avec le cheminement de ces personnes-là. Donc, ça, c'était aussi, ça a pris du temps avant qu'on trouve les bonnes personnes et qu'on se sente bien là-dessus. Dans un troisième temps, il y avait la difficulté c'est-à-dire donc, la représentation de la diversité était difficile pour nous. Donc, pour l'instant, ce qu'on montre à l'écran, ce sont des gars blancs d'un certain âge, privilégiés même. Donc, pour nous, c'était un problème. C'est-à-dire que là, on se trouvait à tourner, puis on était comme, bon, on est rendu là pour l'instant. Les personnes qu'on a approchées, qui faisaient partie de d'autres minorités, pour l'instant, ont décidé de ne pas participer. Puis ceci dit, ils restent proches du projet et ça se pourrait qu'on collabore avec eux sur d'autres projets. Et puis finalement, en quatrième lieu, le défi, celui qu'on a, en tout cas, je peux parler pour moi, qu'on n'avait pas vu venir, c'était le défi médiatique, la tempête médiatique qui a suivi ce projet-là, où je me suis retrouvé, puis je parlais au jeu, parce que c'est peut-être pas la même expérience pour Jean-Seb, mais moi, j'ai trouvé ça assez difficile d'être soudainement plongé dans un milieu qui n'était pas du tout au courant de mes réalités et pas du tout, ou si peu bienveillant. C'est-à-dire que le but étant de passer le message et de diffuser notre message, mais le processus comme tel était m'a un peu égratigné au passage. Mais bon, c'est une blessure de guerre qui en valait vraiment la peine, si je peux le dire. Effectivement, c'était la campagne médiatique, on l'avait vu venir et on ne l'avait pas vu venir, en fait. Moi, j'ai déjà été à la tête d'une firme de relations de presse qui s'appelle Rugicom. Et c'est Rugicom qui s'est occupé de nous pour le lancement de Ça prend un village. L'intérêt qui a été généré était. Ben, ça nous a surpris. Ça nous a surpris, puis en même temps, on était contents. Puis on était. En fait, je vais résumer ça facilement. C'est comme faire un coming out à chaque fois, 2 fois par semaine, aux 2 jours. Ça prend beaucoup d'énergie de se raconter dans des environnements médiatiques comme on l'a fait. Moi, j'ai vécu des belles aventures dans ce processus-là. Moi, j'ai réécrit, c'est mon ancien milieu, j'ai réécrit de l'histoire là-dedans, j'ai réécrit des chapitres d'histoire, puis je me trouve chanceux d'avoir pu traverser ça. Et je nous ai sentis écoutés. Certes, c'était pas tout le temps confortable. Oui, il y avait beaucoup d'impondérables et des choses qu'on contrôlait pas du tout une fois le micro ouvert ou l'article envoyé, mais je nous ai sentis écoutés, puis ça rejoint directement un objectif qu'on avait depuis le début avec Ça prend un village, c'était de démocratiser ce discours-là du cristalmètre et du rétablissement, de l'amener sur la place publique, de jeter de la lumière, de mettre de la lumière dessus, puis surtout de l'amener dans le débat public, mais pas avec un vocabulaire qui s'apparente aux faits divers ou à la criminalité ou à la honte ou à quelque chose de bien impersonnel. On voulait humaniser ça. Et l'approche médiatique, je pense, et on pense, là, je pense que je parle pour les deux, là, que c'était un mal nécessaire qu'Alex disait. Moi, je trouve que c'était un effort qui a valu la peine.
Cela dit, maintenant, on ramène ça à nous, puis on veut retravailler dans notre contenu. On ne reste pas sur la place publique vitam aeternam. On a fait notre message, puis on travaille avec. Je vous parlais d'objectifs premiers, qui était d'amener la discussion à l'extérieur de nos cercles habituels. Check, c'est fait. Vous me direz que c'est un objectif ou une réussite très qualitative et vous auriez entièrement raison. Ça serait parfait de vous parler du nombre de likes ou du nombre de visionnements sur YouTube ou de visites sur le site web, mais ce serait god boring. Et aussi, c'est pas ça, ça prend un village. On mesure le succès ou la portée ou la pertinence de cette première étape de contenu-là aux réactions que ça a suscité puis comment on se sent aujourd'hui. Je vous dirais qu'après le lancement des vidéos et la campagne médiatique, on a eu des commentaires. On sent que les gens ont vibré avec nous, que ça a été bien reçu. Et il n'y a pas eu de feedback, comment on dit, du pushback. Il n'y a pas eu de trolling. On s'en attendait. On pensait avoir à faire du clapback à certaines personnes ou du moins à laisser l'eau couler sur le dos des canards, mais c'est pas ça qui est arrivé. On a reçu beaucoup d'amour. On a reçu beaucoup de témoignages. Puis je ne veux pas nous lancer des fleurs, c'est juste que c'est ça la réalité. Des gens qui étaient dans le milieu des soins, des gens qui sont dans les organismes communautaires, des gens qui sont actifs dans ce milieu-là, des gens comme nous qui se rétablissent de leur dépendance au cristal-net et qui n'avaient pas encore parlé, se sont sentis interpellés. Puis moi, ça m'a vraiment fait du bien, ça, d'entendre puis de lire des commentaires comme hey, « Moi aussi, j'ai arrêté le cristal, là, X temps. Puis je me reconnais dans ce que vous faites. » Je vais vous partager un commentaire qui, selon nous, vaut un peu toute la chandelle de cette histoire-là, puis c'est pour ça qu'on le faisait. C'est JF, un de nos participants en vidéo, Jean-François, qui a reçu ça sur Facebook. Fait que ça se lit de gauche à droite. Là. Je m'excuse, la mise en page est dégueu, mais vous comprendrez. Fait que c'est quelqu'un qui, à la suite d'avoir lu l'article dans la presse sur le projet, s'est dit, je me suis reconnu là-dedans, je me suis reconnu dans votre discours. Juste 2 secondes, je pense qu'on ne le voit pas. On ne voit pas. Ah, c'est bien plate. Ben, vous voyez quoi? Tu peux toujours le lire si tu veux. Ouais, vous voyez quoi sinon quand je fais ça? C'est noir. C'est un fond noir. Ah, weird. OK. Et toujours noir? Oui. Ça valait la peine de faire un check. Et là? Ah oui. Ah, OK. Wow, j'ai rien fait de différent. C'est bon. Super. Fait que là, je vous remets en contexte. Jean-François, un de nos participants, a reçu ça sur Messenger. C'est quelqu'un qui, après avoir lu l'article dans la presse au sujet de Ça prend un village, s'est reconnu et qui a décidé que pour lui, ça suffisait le cristal, qui se rendait à l'évidence qu'il n'était pas tout seul et que surtout qu'il voulait arrêter. Que ça a eu des suites ou pas, que ça soit déterminant ou pas, c'est pas grave. Selon nous, je pense que ce message-là, il s'est rendu à quelqu'un, puis ça a généré un geste concret, une réflexion concrète sur sa consommation, sur son désir d'arrêter. Puis c'est venu à travers un discours pas du tout institutionnel, ni on s'est juste partagé, puis c'est comme ça qu'on l'a rejoint. Ça fait toute la différence pour nous. Ça, ce genre de commentaire-là, ça veut dire qu'on est pertinent et qu'on est à la bonne place avec ça. Du reste, je vous dirais que on parlait tantôt, c'est beaucoup, à la présentation de Maxime, il y avait beaucoup de demandes pour les ressources, là, puis des entourages de ressources. Des entourages des personnes qui consomment. Ça, j'ai entendu ça tantôt, puis je vous dirais qu'il y a eu beaucoup de ça dans les commentaires qu'on a reçus, beaucoup de proches de gens qui consomment puis qui sont peut-être un peu dans le schnout, qui nous ont adressé soit leurs remerciements, leurs questions, peu importe, qui se sont mobilisés pour nous parler. Tant mieux. Peut-être qu'on aura padé une petite couche de compassion pour les gens une fois rendus à la décision de questionner leur consommation, s'il y a lieu. Peut-être qu'on aura padé un peu leur accueil avec ça. Il y a eu beaucoup de manifestations, beaucoup. Quand je dis beaucoup, c'est quelques-unes. Il y a eu des manifestations du milieu des soins, tout ça, comme je vous disais. Mais ce qu'on remarque, c'est que les commentaires comme celui que je viens de vous lire, ils sont quand même peu nombreux. Notre target, les personnes qui consomment, qui questionnent, on sent qu'ils ont écouté, c'est un instinct, mais ils n'ont pas beaucoup parlé, ils n'ont pas parlé fort. C'est correct.
on n'est pas découragé de ça. On se disait bien que ça pourrait prendre beaucoup de temps avant qu'ils s'identifient ou qu'ils se manifestent. Puis on tient ce discours, puis on tient mordicus à ça. C'est-à-dire que ça peut prendre beaucoup de temps avant que ça se rende jusqu'à eux ou que ça se rende à un geste ou une voix de leur part. C'est correct. Nous, on est là pour un bout. On va continuer à faire du contenu puis à entretenir cette conversation-là, quitte à ce qu'elle soit unisens pendant longtemps. Là. C'est pas grave, ça. Fait que voilà. On tend l'oreille, la conversation est ouverte. Je pense qu'on peut, au niveau qualitatif, on est content de cette première vague de contenu-là. Mais on n'a vraiment pas fini de jaser. C'est ça, Non. on continue. Puis d'ailleurs, on reprend exactement où est-ce qu'on s'est laissé l'année dernière, avec le même message, en fait. C'est que ça prend un village. Ça prend un village pour se rétablir. On avait-tu une slide pour ça? Oui, j'arrive. OK. Pour ceux qui ne comprennent pas le principe ou qui ne sont pas au courant de notre expression, ça prend un village, c'est-à-dire qu'on considère qu'une personne avec un enjeu. Ça, c'est une autre slide. En tout cas, c'est pas grave. Ça ne marche pas, notre technique OK, aujourd'hui. c'est pas grave. C'est bon. L'idée derrière le village, donc, c'est d'avoir plusieurs joueurs autour de soi pour pouvoir dealer avec un enjeu qui est complexe. Donc, on se disait, un seul docteur ou un seul travailleur social ne peut pas tout régler. Et donc, c'est à la personne à pouvoir avoir accès à différents joueurs pour pouvoir dealer avec cette situation-là. D'où l'idée de l'expression « ça prend un village ». L'année dernière, quand on s'est laissé, on était comme, bon, ben les ressources, ça en prend plus. Et puis, ça prend des ressources aussi adaptées, adéquates. On reprend aussi ce message-là cette année, c'est la même chose. Ceci dit, elles existent, il y en a déjà, mais c'est la question qui tue. On l'a vu plus tôt dans la présentation de Maxime. Jean-Seb en a fait allusion et je vous dirais que c'est la première question qui brûle les lèvres de tout le monde, autant l'usager que les professionnels. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Puis d'ailleurs, on s'est fait demander rapidement, pouvez-vous me sortir la liste des ressources? On était comme, yo! Elle n'existe pas, cette liste-là, malheureusement, pour l'instant. Ceci dit, ça prend un village. On va travailler là-dessus toute l'année. J'en fais mon projet personnel de travailler là-dessus. Je sais qu'il y a d'autres gens aussi présentement à Montréal qui travaillent aussi à recenser les ressources. Donc, j'oserais croire qu'on pourra aussi collaborer éventuellement avec ces personnes-là. Étant donné le cadre, nous, on n'est pas dans un cadre scientifique et on y va plus avec une méthode grassroots. Donc, le prochain projet de Ça prend un village sera une page Instagram qui servira finalement où on va afficher les portraits de gens qui œuvrent auprès des gens souffrant d'une dépendance au cristal. Et notre approche, c'est une approche beaucoup plus humaine, je dirais, dans le sens où on prend la photo des gens, mais pendant qu'on est là, on prend le temps aussi de valider finalement certains critères qui sont de l'ordre de es-tu accessible, pourquoi on y va avec finalement les raisons qui motivent cette personne-là à intervenir puis à prendre soin de ces gens-là. Puis aussi, c'est qu'au final, on va se ramasser avec un mur de gens et pas juste d'adresses et de numéros de téléphone. Donc, c'est de redonner un visage humain. Puis aussi, quand on parle des ressources, on s'entend là, il y en a déjà. Mais ce qu'on comprend pour l'instant, c'est qu'elles ne sont pas organisées. Donc, il y en a un là, il y en a un là, il y en a en région, il y en a à Montréal, il y en a en banlieue, il y en a au centre-ville. Il y en a qui ont des spécificités, mais on n'a pas un portrait, on n'a pas encore une idée de l'écosystème des soins et services présentement. Fait qu'il y a un petit ménage à faire là-dedans, puis finalement, il y a une collaboration entre les joueurs. Je sais aussi qu'il y a des corridors de services, il y a des rumeurs qui s'en viennent, qui seront établies. Donc, il y a des beaux projets qui s'en viennent, puis on aimerait finalement que toutes ces informations-là puissent être le plus possible centralisées. Ceci dit, je tiens à dire aussi que tous les efforts qui vont être faits à travers le projet Instagram vont aussi se ramasser sur le site web à travers une liste un petit peu plus exhaustive puis plus détaillée finalement. Fait que ça ressemble pas mal au projet 2021 pour Ça prend un village. Puis d'ailleurs, si jamais ce que vous entendez vous interpelle, vous connaissez des gens que vous voudriez référer, vous connaissez des usagers qui ont eu des expériences positives avec infirmiers, travailleurs sociaux, intervenants, pères aidants, whatever, vous pouvez aussi nous mettre en contact pour qu'on puisse faire le suivi avec ces gens-là.
D'ailleurs, je fais un lien parce qu'on est encore obsédé avec le mapping des ressources, c'est-à-dire la façon d'être arrivé à Smash avec les dessins qu'on avait faits de nos villages de rétablissement, comment on s'était rétabli personnellement, comment on se rétablissait personnellement dans notre dépendance au Crystal Meth. Mais là, on s'intéresse à faire le mapping ou excusez le mot anglais, le waterfront des ressources existantes pour qu'elles soient répertoriées, recensées, mais qu'elles soient aussi humanisées. Je pense que c'est ça que tu disais. Euh, Ça presse, ça, ce bottin-là ou cette façon-là de présenter les ressources, je pense. On se le fait demander depuis le début du lancement. Parallèlement, par exemple, c'est important de travailler là-dessus, puis ça presse, puis il faut trouver une façon de le présenter puis de le répertorier. Mais parallèlement, je pense que ça prend un village, on gagne à avancer avec deux bottines systématiquement. D'une façon, c'est d'un pied, on avance dans le système avec les choses en place qu'on développe ou on recense ou on est là, du moins. Mais l'autre côté, l'autre bottine, il faut qu'elle continue de parler aux personnes comme nous. Il faut que l'autre bottine, il faut qu'elle parle encore aux jeux. Fait que parallèlement au projet auquel Alex faisait référence, moi j'ai eu une idée, en fait, une idée commune, une idée à laquelle Eric va se joindre. Eric qui était dans nos vidéos, puis qui est aujourd'hui en quelque part dans cette salle virtuelle. C'était un projet d'article. Fait qu'on change de médium, on n'est plus dans les vidéos, on n'est plus dans les réseaux sociaux, on est dans l'écriture, dans quelque chose de plus intime. Ça va être une série de courts billets sur la thématique des réalités de quelqu'un qui consomme ou qui se rétablit d'une consommation, des trucs très, très précis qui vont permettre du moins à la personne qui écrit ou qui commente ou qui témoigne de livrer une parcelle de sa réalité de consommateur ou de personne en rétablissement, mais qui va aussi permettre à quelqu'un qui le lit et qui est dans la même situation de se reconnaître. Des trucs très, très précis, des choses que seulement un addict au cristal connaîtrait. On n'est pas dans la glorification de la drogue ou de l'abstinence, on est juste dans la réalité des choses. Exemple, quand toi, tu décides d'arrêter de consommer, mais que tous tes amis sont toujours en rechute, comment ça file? Bien, ça, c'est peut-être un billet. Ou, exemple, la perception du temps qui file dans les années de consommation, mais d'avoir aucun grasp là-dessus, ça pourrait être un autre sujet. Je ne vous donnerai pas toute la liste. Éric et moi, on a travaillé sur une première liste, puis c'est moi qu'il faut qui organise ça et qui mette ça en chantier. Ça devrait se faire dans les prochains mois, mais ça serait le fun d'avoir une série d'articles qui circulent d'ici l'été. Je pense que ça serait réaliste. Fait que ça fait le tour de l'autre projet sur lequel on y va vraiment au feeling, hein, parce que sinon c'est trop gros pour nous. On ne sait plus où se pitcher parce qu'il y a de la demande, puis on ne sait pas quel rôle on est, mais on est des parents aidants, on parle au jeu, fait qu'on y va au feeling. Tu sais, ce qui a l'air de monter, ce qui a l'air d'être pertinent, on y va. C'est à peu près ça notre modèle d'affaires. C'est facile de collaborer avec plein de monde, mais si on oublie la base avec laquelle on est connecté, le projet ne tient plus. De là, le projet Agent Seb est de première importance pour Ça prend un village. En terminant, l'année passée, on avait fait part du projet de la Maison du Cristal. Je ne sais pas si vous en souvenez. Donc, pour ceux qui ne savent pas, on considère que ça prend un espace sécuritaire et spécialisé aux réalités de la communauté LGBTQ+, en termes de rétablissement aux dépendances et aux substances. Et puis, on s'est rendu compte que le projet avançait peut-être plus vite qu'on pensait. Et puis que là, on disait ça en joke, la Maison du Cristal, mais c'est plus une joke. Et puis, c'est vraiment une réalité. Donc, on a rebrandé la Maison du Cristal en la Maison Village. Et j'ai pris la peine de le redessiner aussi grosse que je la voulais. Fait qu'il y a des arbres sur le top, puis il y a des grosses fenêtres, puis il y a des gros espaces publics. Puis c'est Alex et ça. moi en haut, on va courir après Pardon? quelqu'un. Quoi? Alex et moi en haut, on va courir après quelqu'un Non. à l'étage. Non, 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 on est en bas dans la porte. En tout cas, je ne sais pas trop. On se tient la main sur le balcon. Fait que c'est ça. Fait que on va vous laisser là-dessus. En fait, c'est qu'on se projette dans le temps, dans le futur avec ce projet-là, parce que le travail n'est pas terminé. Il est à faire entre nous, avec nous, par nous, si vous le voulez bien. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. Merci tout le monde. D'ailleurs, je tiens à dire que là, on reste pour la période des questions et qu'il y a aussi Éric Noël qui est avec nous, qui était un des sujets qui était dans les vidéos. Donc, si jamais vous avez des questions pour nous ou pour Éric, on vous invite à les faire. Il y en a une couple dans le chat. Olivier, tu veux-tu
Veux-tu Et y aller? c'est ce que je m'en allais dire. D'abord, merci à vous deux là, pour la présentation. Encore une fois, cette année, j'ai trouvé ça extrêmement touchant puis extrêmement inspirant de vous entendre parler. Puis c'est un merveilleux projet que vous rendez vraiment à échelle humaine. Puis c'est vraiment extraordinaire de vous entendre parler de ça à chaque année. J'espère qu'on va pouvoir voir tous vos projets se concrétiser, là, en tout cas les projets que vous voulez faire se concrétiser. Donc, j'essaie de trouver les questions. Là. Je vois beaucoup de félicitations, de bravo, c'est un beau projet. Donc, ça se peut que je ne tombe pas sur la première, là, mais donc j'ai une question de Mathieu qui dit: est-ce que vous sentez que Ça prend un village pourrait prendre une autre tangente vers d'autres dépendances qui n'ont pas connu de traitement, qui n'ont pas de traitement connu? Est-ce que vous partagez votre village à ceux qui contactent ou les guidez? Superbe initiative, les gars. La notion du village n'est pas propre au Cristalmet. La notion du village n'est pas propre à une problématique par. Nous, ça nous a pris une communauté, un sentiment de communauté pour nous sortir de tout ça. Je pense que c'est applicable à n'importe quoi. Ça prend un village, point, dans la vie. Peu importe la problématique ou la blessure ou le. Ça n'a pas besoin de négatif. Ça prend un village pour vivre heureux, selon moi. Fait que oui, on le partage. C'est une idée qui nous est venue parce qu'on cheminait dans des environnements qui nous étaient bienveillants, accueillants, où la honte était remplacée par justement de l'amour, de l'amitié, de la fraternité. Fait que c'est le concept du village, et là, on le prend pour une problématique qui nous était propre et qu'on voit sévir dans notre communauté. Mais idéalement, cet esprit-là d'accueil, puis de bienveillance, puis d'ouverture vers l'autre se propage partout. C'est bien kumbaya là, comme discours, mais c'est ça qui marche pour Alex et moi. C'est comme ça qu'on se rétablit, puis on est capable d'être là aujourd'hui à vous en parler avec les yeux pas morts, finalement. C'est comme ça qu'on se rétablit. T'as quelque chose à rajouter, toi? Ben, c'est juste que aussi les enjeux par rapport au cristal sont rarement uniques. C'est-à-dire qu'il y a d'autres comportements, il y a d'autres substances, il y a d'autres réalités qui viennent avec ça. Donc, c'est sûr que ça s'applique. On ratisse large là, avec cette approche-là. Merci pour votre réponse. Il faut absolument que je lise un commentaire quelques commentaires de Charlie Morin qui nous dit Queens, Legends, name a more iconic duo. Vous êtes vraiment merveilleux. Je suis complètement d'accord avec toi, Charlie. On a Eloi qui nous demande est-ce qu'il est possible de participer au témoignage ou à la campagne à planification du projet de façon anonyme? J'ai l'impression que c'est essentiel pour permettre une diversification du projet. Ça, tout à fait. En fait, c'est que suite à la production des vidéos, on s'est rendu compte qu'on avait échappé beaucoup de balles à cause du choix du vidéo. Fait que là, c'est pour ça qu'on a réajusté le tir. Entre autres, je sais baisser avec ses billets. Puis au final, les gens qui veulent collaborer avec nous, on leur demande qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu as à dire, comment tu veux le dire. C'est pas important comment qu'on le dit, c'est important que la personne qui le dise soit confortable et soit en sécurité avec le projet. Fait que le premier vidéo servait pour nous aussi de se positionner dans le paysage communautaire puis public. Puis la vidéo, pour nous, c'était un choix qui nous permettait d'être assez big access, démocratisé, tout le monde consomme des vidéos, mais après ça, on va pouvoir vraiment décliner ces partages-là avec différents médiums. En plus, il y a des mines d'or d'informations chez des gens qui ne veulent pas nécessairement être publics avec ça. Nous, ça a été une grosse réflexion de dire on passe au public, on passe à la caméra. On y a pensé beaucoup, puis les sujets des vidéos, comme Eric, par exemple, y ont pensé longtemps aussi. Il y a des gens qui détiennent de l'information, un savoir communautaire ou expérientiel qui vaut de l'or, mais qui ne serait pas prêt à prendre la parole publiquement. Mais on veut quand même le récolter, on veut quand même être capable d'être une courroie de transmission pour ce savoir-là, de disséminer. Et de bien le faire, de faire de façon à ce que ces gens-là se sentent en sécurité, puis que ça fasse partie de leur cheminement. Donc, on parle, il faut faire attention aussi, puisque souvent, on va juste extraire. On en parlait hier avec TDS, où il y avait des gens qui faisaient des documentaires sur les travailleurs du sexe masculin. C'était comme on voulait le croustillant, puis on voulait l'histoire, puis on allait chercher l'histoire, mais au final, est-ce que cette personne retirait quelque chose du processus? C'était débattable. Donc, on veut faire attention
collaborer avec cette personne-là pour qu'elle puisse se raconter dans le but d'aller mieux par la suite, pas juste d'extraire le savoir, puis de le divulguer, puis de le diffuser, puis de participer ou de collaborer à ce qu'elle aille mieux. Fait que je pense que ça, c'est bien important aussi, de prendre le temps de bien faire les choses. Ouais. Merci pour la question, Éloi. Oui, puis merci Éloi. D'ailleurs, Éloi a la main levée en ce moment, fait que je ne sais pas si tu as un follow-up à rajouter à ça ou si tu t'en allais sur une autre question. Oui, j'en ai beaucoup, mais je ne veux pas non plus monopoliser la parole. Les gars, ils parlent autour, là. En tout cas, excusez. Mais je ne sais pas, Mathieu, veux-tu y aller d'abord ou puis je vais après? Ou... Ben, c'est un follow-up à la question, mais parce que, mettons, vous avez parlé de c'est juste comme des réflexions qui me viennent pendant que vous parlez du projet. Vous m'entendez-vous bien? Oui. Vous parlez moins fort? OK, je suis là. J'ai l'impression que vous parlez juste d'une liste de services qui sont accessibles, puis comme c'est ça, comme personne trans, ma première réaction physique, c'est comme genre, pas accessible au crystal meth, mais comme accessible aux personnes. Comme l'accessibilité, ça a plusieurs facettes. Je suis sûr que vous êtes au courant de ça, mais en tout cas, j'ai l'impression que comme juste le travail de outreach puis de consultation, en tout cas, dans la planification justement de la maison village et tout ça, je suis comme. Je sais que vous le savez, là, mais je fais juste partager la réflexion. Je suis comme, il y a un travail de fond à faire qui va sûrement inclure. Puis, tu penses que effectivement, puis la méthode de répertorier ces ressources-là, c'est parce que c'est user-proof. C'est-à-dire que c'est user-branded aussi. C'est pas parce qu'une institution nous approche et nous dit « Nous autres, on est vraiment bons avec le chemsex qu'on va y croire. » C'est parce qu'il y a du monde comme nous qui ont fait l'expérience et qui peuvent en témoigner. Puis c'est pas une affaire de faire un procès pour une chasse aux sorcières pour les mauvais ou d'avoir des critères hyper obscurs. Non. C'est la passation de savoir expérientiel, pur et dur, tout simplement. C'est-à-dire, eux, ils se manifestent, elle a eu ce soin-là, ça a marché, il y a eu une belle expérience, on rapporte ça comme données. Voilà. Puis c'est validé en temps réel. C'est validé, c'est-à-dire, c'est pas parce que tu es sur la liste à un moment donné que tu vas l'être pour les prochains 20 ans. Ça se pourrait qu'il y ait des choses bougent. Donc, c'est de rester vigilant, puis c'est de ne pas juste name-dropper. Il faut aller valider avec ces gens-là quel type de service ils donnent, quel type d'accès ils donnent, puis bon, enfin, les pratiques, les approches, tout ça. Tout à fait, Éloi. Effectivement, c'est correct de dire qu'il y a des ressources qui sont spécialisées pour certaines personnes et moins pour d'autres, puis qu'il y a du chemin à faire pour d'autres et de l'intérêt pour... Bref, super. Merci beaucoup pour votre réponse puis pour tes commentaires, Éloi, c'est super pertinent. Je vais lire quelques commentaires avant de donner la parole à Mathieu. Donc, on a Mathieu du portail VIH qui nous disait par expérience, le format témoignage audio, podcast ou non, favorise vraiment les diversités dans les vécus identités. Donc, peut-être une piste éventuellement pour vous. Sinon, Patrice qui nous dit aussi, c'est pas Kumbaya, selon moi, il y a un retour à des valeurs humaines nécessaires dans votre parcours. Et DJ qui nous dit aussi, là, ce que j'adore dans votre projet, c'est plus qu'on va en parler, plus que les tabous vont descendre et que les gens puissent en parler. Donc, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. C'est ce qu'il faut faire avec cette drogue. Félicitations. Donc, je laisserai la parole à Mathieu pour sa question. Oui. Juste 2 secondes, bouge pas 2 secondes. Je vais juste faire un écho à Patrice qui dit qu'on est rendu prêt à avoir cette conversation Kumbaya, pour prendre le terme agent Seb. Puis effectivement, c'est ce qu'on a, c'est le commentaire qui revient le plus, ou du moins la réaction, on réagit même pas tant au sujet du crystal meth ou du chemsex, et on réagit, je pense, à comment qu'on en parle. Donc, peu importe le sujet qu'on va parler, si on est capable d'intégrer la compassion, la communauté semble vraiment être prête à parler ce langage-là. Fait que je voulais juste faire écho à Patrice là-dessus. Excuse-moi, Mathieu. Pas de problème. Je ne sais pas trop à qui s'adresse cette question, si c'est à vous deux ou à Eric. Donc, celui qui se sentira concerné pourra répondre. Mais parce que tu disais tout à l'heure, Alexandre, je crois qu'on ne veut pas simplement prendre le témoignage des gens, puis après utiliser le contenu et tourner le dos. Mais de ce que je comprends, c'est qu'il y a un accompagnement avec les personnes que vous avez sollicitées.
Donc, j'aurais voulu un peu savoir en quoi ça consiste, comment se sont préparées ces vidéos-là, à quel degré vous avez parlé avec les gens qui vous ont aidé, et puis après, comment vous les avez intégrées dans le processus de montage. C'est peut-être un peu trop, je sais pas, vous voyez où je veux en venir là, tu sais, mes questions se finissent jamais. Je laisserai Éric répondre, juste pour, je suis curieux en fait de qu'est-ce qu'il va dire. Oui, c'était terrible! Non, non. Un meme! Non. Ben, tu sais, en fait, je pense que ce qui était particulier, c'est que, ben, tu sais, la bonne idée, ça a été de commencer par en faire 3, je pense, tu sais. C'est-à-dire de pouvoir vraiment... ça s'est fait d'abord, ben, tu sais, ils m'ont approché avec l'idée. On s'est parlé beaucoup pendant plusieurs mois, en fait, avant, là, avant de tourner les vidéos. Ils m'ont envoyé un questionnaire, ils m'ont fait dessiner mon village, on en a parlé. Ils m'ont parlé de quel angle ils pensaient prendre avec ma vidéo. Puis, tu sais, c'est-à-dire que, tu sais, à tout moment, je pouvais décider de tout lâcher ça. C'est-à-dire que même une fois que c'était tourné, j'aurais pu dire, hey, moi, ça fait plus mon affaire, tu sais. Fait que, puis, tu sais, bon, particulièrement, tu sais, je vais parler pour moi, là, mais, tu sais, moi, je suis assez proche de Jean-Seb et Alex. C'est des gens que je connais, c'est des gens, je l'aurais pas fait avec n'importe qui. Je me sentais vraiment en confiance. Fait que, tu sais, il y avait tout ça aussi. Puis, je dirais que ce qui a été important, je pense que c'est aussi quand ça est lancé après, c'est quand on l'a lancé, tu sais. Puis bon, tu sais, après, je tourne des étapes, mais tu sais, on a fait un visionnement ensemble de la capsule, où après on a jasé. Tu sais, en tout cas, il y a vraiment eu tout cet accompagnement-là, puis on a lancé, puis pendant la semaine du lancement, on était, bon, le COVID oblige, on s'est pas vu beaucoup, mais tu sais, on était sur Messenger, tout le monde, puis on s'écrivait, toute l'équipe ensemble, puis tu sais, on a fait un post-mortem aussi, comme 2-3 semaines après, où on a pris les réactions de tout le monde, comment tout le monde vivait ça. Fait que, c'était très étroit. Puis je pense que c'est essentiel, là, vraiment, parce que tu sais, moi, c'est drôle, une des affaires, tu sais, dans mon vidéo, il se dégage un espèce de truc, tu sais, très positif, puis très beau, puis très... Puis moi, ce que je trouvais difficile, c'est comme, hey, je suis pas juste ça, là. Tu sais, la vidéo, il a été tourné une journée où j'allais bien, là. Mais, tu sais, je me disais, c'est pas, tu sais, là, je me disais, Chris, je veux pas avoir besoin d'être cet être de lumière et de Kalinours et de chaton tous les jours de ma vie, là. Ça, je peux pas, tu sais, je pourrais pas. Fait que... Et du coup, j'ai un peu une question qui se raccroche à ça tout de suite. Là, c'est, tu te dis, c'était une journée où j'allais bien. Donc là, du côté de Jean-Sébastien et Alexandre, est-ce que vous auriez eu l'honnêteté de prendre le contenu tel qu'il était si c'était une journée où il allait mal? Dans votre idée, dans votre ligne éditoriale, est-ce que c'était pris en compte ça, par exemple? La santé de la personne aurait prévalu sur le contenu. Là. C'est-à-dire que si le jour, il n'allait pas bien, puis Eric aurait dit je ne peux pas tourner aujourd'hui ou j'ai rechuté hier, là, c'est pas ça qui est arrivé, là, mais quelque chose de peu importe, ben, on aurait probablement rappé le matériel, puis on serait parti, puis on serait resté en amis. T'sais. Mais si, au contraire, il avait tout partait de la personne qui était le sujet. Je veux dire, oui, c'était des grosses journées de tournage quand même, c'était exigeant. Je veux dire, la conversation avec Eric sur caméra finale a duré 9 minutes, mais elle a duré 4 heures dans le salon. Mais on l'aurait eu, cette conversation-là, à caméra fermée aussi s'il avait fallu prendre soin de notre ami. Je ferais du pouce sur la réponse à Eric dans le sens où, à travers toutes les étapes, on valide tout le temps, ça va dessus, comment ça va, es-tu correct, on passe à la prochaine étape. Ça, on l'a fait tout le long. Mais encore aujourd'hui, c'est en cours. Donc, aujourd'hui, on a checké avec Eric, puis on continue à collaborer. Puis l'idée derrière ce processus-là, c'est pas juste de prendre soin des gens, mais c'est d'intégrer les gens dans un processus et de les garder. Donc, il y a l'élément de la rétention dans un projet qui fait en sorte qu'on bâtit des communautés, on bâtit des groupes et on continue à grossir. Maintenant, Jean-Seb et Eric travaillent sur un projet, puis ils vont peut-être collaborer avec d'autres gens. Puis c'est dans cette idée-là de garder les gens avec qui on collabore plutôt que juste de s'en servir. Tu sais, je terminerai peut-être juste, tu sais,
moi, tu sais, ça prend un village, c'est devenu, justement, à travers ce projet-là, c'est-à-dire que, tu sais, on a l'air de dire, tu sais, bon, c'est dur, on check-up, mais au final, pour moi, tu sais, c'est un outil de rétablissement. Tu sais, c'est entièrement, c'est complètement positif pour moi ce que ça m'a apporté, tu sais, parce que les commentaires que Jean-Seb et Alex disaient avoir reçus, tu sais, c'est ça, je les ai reçus aussi. Là, c'est une vague d'amour, mais qui est des fois difficile à recevoir aussi pour quelqu'un qui a, tu sais, qui a un passé de consommateur. Pour plein de monde, en fait, là, c'est difficile à recevoir des fois ces vagues d'amour-là, mais au final, quand on la gère bien, tu sais, avec le temps, c'est plutôt, ça solidifie en fait le rétablissement. Merci beaucoup pour vos réponses. C'est très complet et vraiment intéressant. J'ai A qui avait levé la main, puis après ça, Maxime. Salut. Euh, Moi, en fait, ça va être en deux parties. La première question que j'avais, je me demandais pourquoi, selon vous, les personnes issues des minorités ne souhaitaient pas s'afficher, si j'ai bien compris, dans le projet. Elles souhaitaient participer, mais pas s'afficher. Et la deuxième, c'est plus comme une constatation, une remarque. J'aimerais aller un peu dans le sens de Éloin, car effectivement, les ressources, malheureusement, pour moi, je vais parler de ma communauté. Tu sais, bah, j'ai plusieurs communautés, mais je vais parler de la communauté trans. Tu sais, je suis aussi une personne qui a des problèmes de dépendance, etc. Mais tu sais, je sais qu'il y a quelques années de cela, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, mais une amie trans qui s'est retrouvée euh, chez Jean Lapointe et le monde ne savait pas où la mettre, ce qu'elle en nation du genre. Tu sais, j'ai vu comment dire, des ressources qui étaient offertes aux femmes, mais qui n'acceptaient pas les personnes trans, ou slash j'ai lu, slash la personne qui pensait inclusif, etc. Dit ouais, mais tu sais, on ne sait pas trop, tu sais, quand la fille est passable dans un sens, c'est correct, mais si c'est pas le cas, ben, on va pas l'accueillir dans notre ressource. Fait que, tu sais, ça, c'est comme, tu sais, c'est un procès sociétal, c'est pas contre votre travail ou quoi que ce soit. C'est que malheureusement, on a rarement tendance à prendre en considération ces populations marginalisées quand on fait ces études-là pour dire, écoute, effectivement, c'est des ressources qui sont ouvertes pour les personnes cis. Euh, Là, tu parles-tu de nous ou de Jean Lapointe? Non, moi, je parle des ressources en général. OK. C'est vraiment pas. Comme je vous ai dit, c'est comme un débat sociétal ou Non, quoi que ce soit. mais on n'est pas à l'épreuve de ça, en fait. Puis, je veux dire, on est les premiers à s'observer et on a sûrement des angles morts. Tu sais, comme, donc, s'il y a des gens présentement qui aimeraient parler de ça avec nous, on est vraiment ouvert. Pour répondre à ta question, les gens de communauté culturelle ont été approchés. Puis, en fait, c'est pas qu'ils ne voulaient pas participer, c'est que, en fait, tous les sujets avec qui on a parlé, peu importe le background, on fait un calcul, qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à donner? Qu'est-ce que j'ai à perdre? Il y a comme un calcul qui se fait. Et pour ces gens-là, pour l'instant, ce n'était pas possible pour des raisons professionnelles, pour des raisons personnelles, pour des raisons, enfin. Fait que ça a juste donné qu'on avait déjà un échantillon très restreint de gens avec qui on pouvait faire ce projet-là initialement et que ça a donné qu'on avait 3 gars blancs qui faisaient puis là, je dis gars, mais tu sais, on a genre Eric est non-binaire, donc tu sais, c'était comme, allons-y avec ça. Et puis, je veux dire, c'est sur un échantillon de 3 vidéos, on ne peut pas flyer, on ne peut pas avoir plus de représentation que ça, malheureusement. Notre échantillonnage n'est pas non plus. Comment je dirais ça? Il n'y a pas de raison racisée qu'on peut évoquer. C'est juste que c'est comme ça que les pièces sont tombées. On ne veut pas faire de tokenism non plus. Donc, tu sais, c'est pas on va aller chercher quelqu'un de la communauté haïtienne parce qu'il nous manque un haïtien. Jamais on ferait ça non plus. Donc, c'est un casting qui s'est fait du mieux qu'on pouvait, mais c'est pas un casting, justement. Ce n'est pas un casting. C'est des gens avec qui on collabore, malheureusement. Pour le regard sur les ressources aussi, moi, je vais faire un écho là-dessus. Ça prend un village aîné du sentiment qu'il manquait des ressources. On comprend. Là. Je veux dire, notre voix, notre message,
c'est qu'on s'est organisé malgré des malgrés. Pour que ça change. Donc, ça a fait mal, là, ça a été dur. Fait que là, comme on est content qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus peuplé comme écosystème, mais on est né, notre voix est née du fait qu'on faisait des thérapies, puis le cristallement n'était pas reconnu, puis notre passé sexuel était complètement shamé ou complètement ignoré. Nos réalités, que ce soit d'hommes cis ou de personnes queer, peu importe, elles ont été galvaudées ou puis varlopées dans nos premières tentatives de rétablissement, absolument. Fait qu'on est de là, c'est de là qu'on vient aussi. Je vais juste, comme, si vous le permettez, conclure là. Il me reste ma dernière conclusion, tu sais. Fait que ce que je voulais dire, c'est qu'au final, tu sais, les personnes qui sont, tu sais, je reste sur les personnes trans, par exemple. Au final, ben, elles vont pas aller chercher ces ressources-là, elles vont pas aller chercher cette aide-là, etc., parce qu'elles ont tellement peur de se faire agresser à nouveau. Fait que déjà, savoir que, tu sais, les personnes qui consomment le crystal meth, etc., sont ultra marginalisées. Mais en plus, quand tu fais partie d'une autre minorité qui est ultra marginalisée, après ça, tu te retrouves quasiment juste laissé à toi-même et ça devient, comment dire, un problème qui est multiplié fois 10 000. Et je pense qu'il y avait Eloi aussi qui voulait rebondir là-dessus. C'est pas ma job de faire de l'animation. Fait que merci de m'avoir écouté. Et c'était vraiment pas une critique contre votre projet, c'était juste une remarque pour exprimer ce genre de difficultés que peuvent vivre des personnes marginalisées. Merci. Oui, ces échanges-là, là. Merci de l'avoir amené. Oui, effectivement, on avait Eloi dans les commentaires qui avait certains points. Je ne sais pas si Maxime accepterait qu'Eloi fasse ses petits commentaires. Je te vois hocher de la tête, donc je prends ça pour un oui. Merci beaucoup, Maxime. Si Eloi, tu veux prendre la parole. Ben, ma réflexion déjà, c'est que au sein de la communauté trans, je pense que j'ai une expérience qui est extrêmement privilégiée du fait de ma classe sociale, du fait que je sois blanc, du fait que, bon, qui fait en sorte que j'ai déjà considéré prendre la parole. Oh my God, j'en reviens. Les gars, bon, j'ai déjà considéré prendre la parole publiquement pour parler de transphobie. Puis une sérieuse question que je me suis posée, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Parce que ça veut dire que je vais être out comme trans pour toujours. Puis le jour que j'aurai le luxe de passer, si je l'ai un jour, ben, je vais vouloir prendre cette opportunité-là puis disparaître pour toujours parce que c'est vraiment fatigant, la transphobie. Puis comme tu disais tout à l'heure, Alexandre, tu as été écorché par ton apparence publique en faisant ton coming out par rapport à ta dépendance au cristal meth. Et en plus, tu nous as dit que tu es séropositif. Je veux dire, ce qui est déjà très courageux de ta part et ça prend une sérieuse solidité financière et sociale pour être capable de dire des choses comme ça publiquement puis pour être capable de vivre en fait, l'accès à l'espace public puis à l'espace médiatique, ça demande un certain privilège. Si on sait très bien que comme les personnes racisées reçoivent beaucoup plus de menaces de mort, par exemple, chaque fois qu'elles parlent, les femmes, entre autres, des choses comme ça. Donc ça, c'est mon hypothèse. Moi, c'est sûr que comme je pense à accompagner aux personnes trans que je connais qui ont des problèmes de dépendance, puis je pense que jamais de ma vie, je vais leur dire, va dire publiquement que tu as des problèmes de dépendance parce que c'est déjà un stéréotype qui est associé aux personnes trans, en fait. Mm-hmm. Fait qu'ils vont se faire rentrer dedans, ça va les démolir. Mon but, c'est de les aider, pas de les faire ça. Mais après ça, je comprends que là, ça fait que vous avez un projet qui a un certain visage, puis que si les personnes de ces communautés-là ne se reconnaissent pas dans votre projet, ils vont peut-être hésiter à y aller parce qu'ils vont être comme, est-ce qu'ils vont vraiment comprendre ma réalité? Est-ce qu'ils vont vraiment être là pour moi? Parce que j'ai pas vraiment beaucoup d'expérience que les gens qui ont cette apparence-là stand up pour moi. Ça, c'était un des éléments, une des réflexions que je me faisais. Puis ensuite, ah oui, ça, c'est une autre réflexion. Parce que moi aussi, j'ai fondé un projet Grassroots, en fait. Ça fait 5 ans que je fais de l'organisation communautaire à la Grassroots. Je fais de la réduction des méfaits en milieu festif. Puis je me suis fait rentrer dedans quand même pas mal parce que j'ai fondé un projet avec une autre personne blanche, en fait, déjà. Fait que c'est des conversations auxquelles je fais face depuis plusieurs années. Puis ce que j'ai appris avec le temps, j'ai l'impression que comme notre projet, votre projet a tendance à avoir une croissance très rapide. Puis parce qu'il y a du succès, puis parce que vous répondez à un besoin qui est nécessaire, puis vous ouvrez une conversation qui est importante.
Puis l'enjeu que j'ai trouvé avec ça, c'est que des fois, en fait, ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'à partir du moment où on commence à se soucier de diversité, ça ralentit le développement du projet. Puis il y a certains steps, ne serait-ce que de passer à la maison, tu sais, comme passer au développement de la maison village, passer à la comptabilisation de ressources et tout ça, le temps qu'on prend à faire l'outreach, puis à justement construire des liens qui sont solides, authentiques puis honnêtes avec les communautés qui sont marginalisées, c'est du temps que ça enlève au développement des services puis du projet, mais qui à long terme paye off parce que vous avez une base qui est plus solide en fait pour le. Puis je comprends que vous êtes juste en train de faire ça en ce moment, puis que vous avez pas comme je suis dans la même situation que vous, j'ai pas de fucking salaire, j'ai pas de bureau, c'est l'enfer. Comme j'empathise vraiment beaucoup, mais voilà, c'est mes réflexions suite aux commentaires de A. Voilà, que j'avais envie de partager. C'est tout. Merci, Éloi. Ouais. Oui, merci beaucoup, Éloi. Je passerai à la question de Maxime. Ça fait du pouce sur ce que Éloi vient juste de mentionner. En fait, je voulais savoir, donc avec la médiatisation justement du projet, du chemsex, peut venir une stigmatisation assez importante de la communauté ou des personnes qui participent, mais aussi même de la communauté en général ou de ce que le moyen citoyen, si on veut, pense du chemsex. Puis je veux savoir si c'était si vous aviez réfléchi à ce processus-là, puis si ça avait un peu influencé comment le projet avait été designé, si on veut, les histoires qui sont apparues versus d'autres histoires qui ne sont pas apparues. Parce que je pense que ça, c'est autant vrai dans n'importe quel projet, même en recherche, parfois, ce qu'on essaie de présenter ne sera pas reçu comme ça, puis peut avoir des effets d'autant plus néfastes parce que la société perçoit le message, comprend le message d'une façon complètement différente que l'intention avait été, la façon qu'il a été présenté, ça peut avoir des effets vraiment néfastes sur la communauté. Puis je vais vous entendre un peu plus sur ça, justement, si ça faisait partie de vos discussions. Tu veux-tu commenter, Alex, ou je vais? Moi, je suis prête là. En fait, je pense juste que on a eu ces conversations-là, on les a souvent. Puis on est juste au courant qu'on ne pourra jamais plaire à tout le monde en tout temps et qu'il y a une urgence pour l'instant à laquelle on veut s'attaquer. Ceci dit, ça n'exclut pas la réflexion qui est en cours sur les minorités. Donc, puis elle est toujours présente, cette réflexion-là, et elle s'opère. Je veux dire, il y a comme des choses qui se font à court terme. Là, on est dans l'urgence avec certains aspects. Puis il y a d'autres affaires aussi qui sont en développement à moyen ou à long terme avec le projet. Donc, un n'exclut pas l'autre. C'est pas parce que tu es dans le court terme, dans l'urgence, que tu ne peux pas non plus réfléchir. Et ça ne se fait pas nécessairement tout dans le même projet. Donc, ça peut se faire en parallèle. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est plus que deux cerveaux. Idéalement, on aimerait ça être beaucoup plus, en fait. Ce n'est pas juste nous deux. Puis qu'on essaie de démocratiser ce projet-là, puis de le rendre accessible au plus de gens, au plus de personnes possible pour justement qu'on réfléchisse à plusieurs, puis qu'on développe en ce sens. Je dirais pour ma part que pour des stratèges là, de formation et d'expérience, on a très peu fait de stratégie, justement. C'est l'urgence de... La stigmatisation dans la société, elle existe sur le cristal meth, elle est déjà là. Je veux dire, on n'a pas une bonne presse. Moi, quand je consommais, le référent qu'on avait de moi n'était pas positif. Et j'ai souffert de ça. Et mon rétablissement ou ma volonté de m'en sortir souffert de ça. L'instinct de ce projet était d'amener autre chose, justement, dans l'espace public, c'est-à-dire d'amener, oui, un autre message, mais pas de le construire de toutes pièces pour qu'il soit socialement acceptable. En fait, le but, c'était de le rendre plus humain puis de parler du cœur, en fait. Parce que si je reviens aux anciens messages qui étaient liés à la consommation du cristal meth ou à la consommation sexualisée, on avait du monde avec plus de dents puis qui rushait vraiment sur des photos, puis don't do meth, puis meth will kill you. Oui, c'est vrai, tout ça est vrai. Mais il y avait très peu de lumière sur ce sujet-là. Fait que le message qu'on voulait véhiculer était tout simplement le nôtre.
Puis il partait du cœur. Il ne partait pas d'un agenda politique à long terme, ni dans une façon de bénéficier de plus de services. Il venait vraiment d'une urgence de dire « Wow, minute, vous n'avez pas besoin de mourir de tout ça. » Et aussi, laissons les gens se raconter. C'est-à-dire que nous, on n'avait pas... La seule chose qu'on observait, Maxime, pour répondre là, spécifiquement, c'était d'éviter la redondance. Donc, c'était notre seule implication ou ingérence dans le projet. C'était assurons-nous qu'il n'y a pas de sujet. Mais après ça, c'était l'agenda. Quand Jean-Seb parle d'agenda, il n'y en avait pas. C'était juste laissons les sujets se raconter. C'est leur histoire. Et à partir de là, on a déjà dit ce qu'on a à dire, on a fait ce qu'on a à faire. Le message était beaucoup plus dans la façon d'aborder le sujet, c'est-à-dire avec bienveillance, compassion, temps et flexibilité pour les personnes, que de parler de CrystalNet. De CrystalNet, on s'en fout un peu. Ça nous a détruit. OK, ça, on partage un front commun là-dessus. Ça nous a fait mal. Puis on s'est rétabli ou on se rétablit ensemble. Parlons de tout ça. Puis comment que la personne veut. Fait que c'est ça le message. Quand Alexandre, tu disais plutôt que avec comme les médias qui sont pas toujours bienveillants, moi, ça résonnait avec moi parce que je suis d'accord, en fait, avec ce que tu présentes. Je veux savoir ce qu'il y a dans cette expérience-là qui a été un défi important. Est-ce qu'il y a des choses que tu as appris, que tu retiens pour ce qui est à venir, justement? Moi, en fait, là, il y a comme la notion de contrôle, c'est de valider avec qui tu collabores, quels sont les médias, c'est quoi leur accès éditorial, comment ils vont représenter visuellement. Tu sais, comme je te donne un exemple, Radio-Canada fait un article avec nous et plein de bonnes intentions, on fait une entrevue dehors, COVID-proof, tout le kit. On se ramasse, il y a un visuel d'une ampoule brûlée avec du cristal. Tu sais, genre, le visuel est complètement, genre, empreint de jugement. Et puis, j'étais comme, oh my God, on est rendu où, tu sais? Puis c'est quand même Radio-Canada, tu sais? Fait que, il y a beaucoup de... Tu sais, il y a vraiment un travail à faire avant, avec qui on collabore, d'avoir ces conversations-là. Les médias, eux, sont pressés. Ils n'ont pas l'intention... Ils ont peut-être 15 minutes, 2 minutes, 3 minutes pour avoir cette conversation-là. À quel prix? Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin des médias? Si oui, est-ce qu'on a besoin de tous les médias? Pas nécessairement. Est-ce qu'on a le luxe de pouvoir faire un choix? Pas tout le temps. Mais quand on l'a, cette fois-ci, on l'avait, j'oserais croire qu'on va continuer à l'avoir. Ça va être de vraiment identifier un plutôt que 10 médias, puis de bien travailler avec cette personne-là pour avoir un message qui est à l'image de ce qu'on fait versus, j'aime mieux la qualité que le volume. C'est ce que je retiens. Parfait, merci. Merci beaucoup pour vos réponses puis les questions. Donc là, je vois que tu avais la main levée depuis un bout. Je ne sais pas si c'est de ta dernière intervention puis tu as juste oublié de la baisser. C'était ça. Donc, on a encore 2 interventions, puis après ça, je pense qu'on va pouvoir rapper. Là, on est déjà rendu à 16h. C'est vraiment fascinant. Vraiment intéressant de parler avec vous, les gars. Donc, Éric, puis après ça, Alexandre. Ouais, ben je voulais juste peut-être rajouter sur la question de les risques de prendre la parole, puis de la médiatisation, puis revenir sur la notion d'urgence, parce que pour moi, c'est important. Pour moi, il y a, moi, la raison pour laquelle j'ai décidé de participer, c'est que pour moi, il y a urgence, il y a des gens qui meurent, il y a des gens qui ne vont pas bien dans notre communauté, il y en a beaucoup. Puis j'ai l'impression que il y a quelque chose en ce moment, on a besoin d'une prise de parole, point, puis on a besoin de se parler. Puis le problème puis là où je dis que je rejoins Jean-Seb, le cristal n'est pas. Pour moi, le cristal est central, bien sûr, mais il y a la question de nos sexualités, puis la question de comment on se traite entre nous dans la communauté. Puis ça, on l'a vu dans les débuts de l'épidémie du VIH, on avait honte comme communauté de s'en parler, puis on sait où ça nous a menés. Puis on peut pas, puis on en parle souvent, puis on compare souvent, puis la comparaison n'est pas toujours juste, là. Je ne veux pas rentrer là-dedans, mais il y a quand même des points de comparaison au niveau du silence, au niveau de la honte. Fait que ça, je pense que, cette conversation-là, pour moi, elle démarre. Puis pourtant, hey, Dieu sait, moi, ça faisait 10 ans que j'étais pris là-dedans, puis j'en avais pas. J'en voyais pas de personnes qui parlaient de ça. Fait que je trouve que c'est un risque, mais il y a quelque chose du militantisme là-dedans. Moi, il y a ça. Je savais je sais qu'il y a un risque, mais à un moment donné,
la cause, parce que pour moi, c'est vraiment ça, elle est importante, puis elle vaut ce risque-là. Puis en plus, je suis conscient du privilège que j'ai, puis d'où je parle. Fait que si tu sais, il y a cette relation-là aussi. Puis, mais comme communauté, on a une conversation à avoir qui est beaucoup plus grande. Puis ça prend un village. Je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on rameute le plus possible parce qu'on a une conversation à avoir en tant que communauté sur comment on a du sexe ensemble. Puis pourquoi on l'a dans ces contextes-là. Puis, Merci, Eric. Merci beaucoup, Eric. On a Marc-Anciel dans le chat là, qui dit Silence equals death, encore pertinent aujourd'hui, vraiment. Là. Puis Eloi qui dit aussi je comprends la pertinence de prendre le risque quand on est capable. Donc, je prendrai la dernière intervention avec Alexandre. Oui, en fait, c'était pour revenir sur les médias un peu, mais juste dire que dans plein de projets à réseau depuis plusieurs années, on se retrouve tout le temps devant ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut répondre à la demande ou pas? D'un côté, si tu réponds moins ou pas pendant un certain temps, tu perds des opportunités de peut-être sortir du réseau dans la qualité au niveau médiatique. Puis on a souvent vécu des expériences aussi où est-ce que, tu sais, avec un sujet qui touche nos communautés, mais de se faire comparer avec l'hétéronormativité d'à peu près tout. Puis bon, c'est tout le temps finalement en train de non seulement d'expliquer le sujet, mais après ça, d'expliquer en quoi c'est un sujet important pour les communautés que tu veux représenter finalement. Donc, je voulais juste dire que c'est tout le temps un enjeu. Puis en parlant avec d'autres organismes communautaires aussi, qui ont à répondre à des demandes, ça revient tout le temps. Puis on est des fois en train de se dire justement qu'est-ce que ça nous apporte, puis est-ce que ça vaut encore la peine. Des fois, les journalistes nous arrivent avec un angle super ficelé avant même de nous avoir parlé puis de comprendre le sujet. Puis là, tu t'en vas ailleurs avec un autre angle. Moi, j'essaye de vendre autre chose pour arriver à qu'est-ce que nous, on veut. Des fois, on arrive avec quelque chose d'intéressant, mais des fois, non, puis ça crée des mauvaises expériences. Donc, en tout cas, je voulais juste dire que on l'a vécu souvent sur d'autres sujets, puis c'est un gros enjeu. Mais Dieu merci, il y a de plus en plus de plus petits médias de niche avec des personnes derrière qui ont une sensibilité et qui permettent donc de faire sortir le message autrement, puis dans d'autres canaux, puis d'autres médiums aussi. Voilà. Merci pour de dire ça, Alexandre. Je suis d'accord, il y a des médias qui... c'est pas tout le temps bienveillant. C'est correct, on le sait. Je pense que c'est une job, ça, dans la vie, de répondre à des questions de journalistes puis de faire valoir son message malgré des questions complètement distorsionnées. C'est vraiment difficile parce qu'on peut se sentir attaqué dans notre valeur quand la question, elle est pas bienveillante ou qu'elle est posée tout croche ou que la recherche n'est pas faite ou que tu as 2 minutes puis ils vont prendre 15 secondes. C'est pas facile. Mais... je continue de penser que pour certains villages, ça prenait un petit push pour amener ça sur la place publique. On nous trouvait, on était bien blindés, même si ça a été un petit peu challenging. Une chance qu'on ça, puis on vous avait vous. Puis, fait que, tu sais, on était correct. Malgré que ça a été dur certaines journées. On était correct.